Bonsoir à toutes, bienvenue à tous, bienvenue dans le débrief. Et ainsi donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies réuni ce lundi 30 octobre à New York a adopté la résolution 2703 qui renouvelle pour un an le mandat de la MINURSO. 13 des 15 membres du Conseil ont approuvé le texte proposé et 2 se sont abstenus, la Russie et le Mozambique. Ce vote intervient après examen et discussion du traditionnel rapport du secrétaire général dans lequel Antonio Guterres se dit profondément inquiet par le développement au Sahara, mais dans lequel il dénonce les entraves posées par le Polisario aux missions de la MINURSO, insistant sur le rôle des forces armées royales. Et le secrétaire général d'insister sur une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, c'est-à-dire par toutes les parties au conflit, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Ensuite de cela, la résolution a été adoptée sans difficulté. Les explications de vote qui ont suivi sont intéressantes à examiner et nous les examinerons. Dans la question du Sahara, annuellement, ce sont 3 moments qui déterminent l'état d'avancement du processus de règlement. Le rapport du secrétaire général, la résolution en elle-même et les explications de vote par les membres du Conseil. Nous allons donc y revenir avec Si Mohamed Cheikh Biadillah. Bonsoir, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre et vous êtes aussi ancien président de la 2e chambre et ancien wali. Merci encore, Si Biadillah. Si Mohamed Lishki, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc senior fellow au Policy Center for the New South, PCNS, et vous êtes ancien représentant permanent du Maroc à l'ONU. Merci d'être avec nous aussi. C'est Moustapha Sihimi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit et politologue. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Donc, on commence comme d'habitude. Donc, votre impression globale sur le rapport de la résolution. Si Bézila, je commence par vous. Est-ce qu'il y a eu une évolution, des changements par rapport au même texte en 2022 et avant? À mon avis, la résolution 2703 est une résolution assez sage qui a parlé en des termes clairs au deuxième partenaire qui est l'Algérie dans ce conflit. Et sur le plan sémantique, il traduit le souci d'avoir l'Algérie en face du Maroc pour une solution négocier juste et durable de ce problème. C'est tout ce que vous retenez. En fait, c'est plus important que le conflit, c'est entre le Maroc et l'Algérie. C'est Mohamed Lishki. Je pense qu'on a suffisamment dit que la résolution, tout d'abord, elle consolide les acquis qui ont été accumulés pendant les 7 ou 8 dernières années. Il confirme les paramètres qui deviennent immuables et je dirais même irréversibles. Et puis, par petites touches, je pense que le processus engagé par le Conseil de sécurité nous rapproche de plus en plus dans la désignation de l'initiative marocaine d'autonomie comme étant le cadre pour la résolution de ce conflit artificiel. Vous voyez donc les petites touches qui sont en train d'avancer les unes après les autres depuis un certain nombre d'années. Ça a toujours été la méthodologie du Conseil de sécurité de procéder par petites touches pour ne pas secouer les parties. Voilà. Et donc, c'est par une sorte de sédimentation que le processus est en train d'évoluer. Vous savez, malgré toutes les contraintes, malgré les hésitations, les réticences, même, je dirais, l'opposition de l'Algérie, le Conseil de sécurité, par cette résolution, continue d'aller de l'avant avec une certaine résilience pour faire prévaloir l'initiative d'autonomie comme étant la solution pouvant mettre fin à ce différend. Donc si je pouvais synthétiser ce que vous avez dit tous les deux, par petites touches, le Conseil de sécurité intègre l'Algérie comme partie intégrante de ce conflit artificiel, comme vous le dites, Moustapha Sihimi. Sur cette résolution 2703, il y a 2 choses. Je voudrais proposer de distinguer entre 2 niveaux. Premier niveau, il y a un tronc commun. Tronc commun qu'on retrouve, c'est-à-dire un certain nombre de positions du Conseil de sécurité qui avaient déjà été formulées dans la précédente résolution d'octobre 1922, la 2654, et c'est des points sur lesquels on va revenir. Deuxième niveau, il y a plus que des touches, me semble-t-il. Il y a une accentuation, un accent particulier mis sur un certain nombre de choses, lesquelles la résolution se félicite de l'élan impulsé par les 2 tables rondes, ce qui n'était pas, jusqu'à plus ample informé, dans la précédente résolution.
il y a une invitation... Une forme d'insistance sur les tables rondes. Ah oui, l'élan, c'est-à-dire, ce n'est pas simplement le processus, mais l'élan, ça veut dire qu'il y a un acquis, il y a une dynamique. Ça n'était pas dans le texte de la 2654 d'octobre 2022. Deuxième observation, davantage, me semble-t-il, d'insistance par rapport à celle de 2022 sur la responsabilité des partis, la mise en cause de l'Algérie, interpellée 5 fois, qui est citée 5 fois, mise en cause, avec une insistance aussi sur la situation des réfugiés et sur la volonté du Conseil de sécurité maintenant d'imprimer une dynamique. D'ailleurs, il y a un texte qui dit que c'est une situation qui ne peut pas durer. Alors, je voudrais revenir aussi sur ces explications de vote dont je parlais en ouverture. Si Mohamed Oulishki, on pouvait craindre qu'en raison de la situation géopolitique mondiale, donc avec cet antagonisme qui est entre Russes et Américains, et sachant que les Américains sont ce qu'on appelle les penholders, c'est-à-dire les rédacteurs du projet, on pouvait craindre ou s'attendre à une réaction résolument hostile de la Russie à ce projet. Mais cette année, bon, ça n'allait pas se voir dans le refus parce que c'était un veto, dans ce cas, ça ne passait pas, mais une hostilité au niveau de l'explication de l'abstention. Mais cette année, contrairement à l'année passée, la Russie n'a pas parlé de référendum comme solution. Comment on pourrait interpréter ça? Je me suis référé aux explications de vote de la Russie depuis 2018. Et j'ai vu qu'il y a pratiquement une répétition exactement de mêmes phrases et des mêmes reproches. Et la désignation des États-Unis comme étant le responsable d'une résolution qui, selon la Russie, est déséquilibrée. Déséquilibrée, pourquoi? Parce que la Russie, avec un autre pays, elle arrive toujours à trouver un autre appui à ces amendements, a essayé d'introduire ou d'éliminer quelques éléments qui sont déjà confirmés depuis longtemps dans cette résolution. La position de la Russie se résume à ce qui suit. Nous sommes pour une solution politique, nous sommes pour une solution politique mutuellement acceptable, nous sommes pour une solution politique négociée, mais on ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire, pour eux, la question de réalisme, la question du pragmatisme, le sens du compromis sont des éléments qui, pour la Russie, constituent un glissement par rapport aux concepts, par rapport aux paramètres qui ont été auparavant acceptés. Or, la communauté internationale se retrouve dans ces qualificatifs. Elle considère qu'avec ces qualificatifs, elle est en train de pousser vers une solution que tout le monde appelle de ses voeux. Maintenant, comment expliquer un petit peu la réticence de la Russie? D'abord, la Russie n'hésitera devant rien pour contrarier les États-Unis. C'est un jeu de puissance à l'intérieur. Deuxièmement, je pense que la Russie veut donner une sorte de geste pour l'Algérie qui rentre au Conseil de sécurité dans quelques jours. Et puis, troisièmement, si la Russie vraiment était profondément attachée aux principes, uniquement aux 3 principes, et qu'elle était opposée à ce glissement et à cette qualification de pragmatique, de compromis, etc., je pense que, comme dans d'autres situations, elle n'aurait pas hésité à aller au-delà de l'abstention. Donc finalement, on paye le prix, entre guillemets, de l'antagonisme qui est entre les deux puissances. Ils règlent leurs affaires sur d'autres choses. Oui, et puis en fin de compte, dans 2 mois ou 3 mois, lorsque de Mistura va appliquer la résolution, on ne va pas revenir aux explications de vote, on ne va pas revenir au rapport du secrétaire général, on va appliquer la résolution. C'est une résolution qui n'a pas été opposée par un veto des membres, donc qui est passée par 13 avec 2 abstentions. Donc c'est une base extrêmement confortable pour l'envoyé personnel pour reprendre, pas engager, pour reprendre les efforts qui ont été entrepris en tenant compte des progrès réalisés jusqu'à présent. Mais je voudrais vous poser une question en tant que vous avez été, quand le Maroc était membre du Conseil de sécurité, vous avez siégé au Conseil de sécurité. On dit que les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes, mais que celles du Conseil de sécurité le sont. Où est la différence finalement, puisque
ce qui se dit n'est pas appliqué. Bon, c'est une idée générale parce qu'en fait, il y a des résolutions du Conseil de l'Assemblée générale qui sont contraignantes. Là, lorsque l'Assemblée générale décide que le Maroc va payer dans sa quote par temps, eh bien, il est applicable. Lorsqu'elle décide de suspendre un pays qui n'a pas payé sa quote-part, c'est une décision qui est exécutoire et même immédiatement. Bon, lorsqu'on parle du Conseil de sécurité, il y a une différence entre décision et contraignante. Lorsqu'on parle de contraignante, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité peut éventuellement aller vers les sanctions, aller vers même l'utilisation de la force. Ça n'est pas le cas. Nous sommes toujours, il faut toujours le rappeler avec beaucoup d'insistance, dans le chapitre 6, non pas dans le chapitre 7. Juste pour expliquer, le chapitre 6, ce n'est pas contraignant. Et si on passe au chapitre 7, c'est là où ça devient contraignant. Mais tant qu'on est dans le chapitre 6, le Conseil de sécurité se limite à encourager, exhorter, inciter les partis à aller vers la solution et à faire montre de bonne volonté et d'inconditionnalité dans le processus qu'ils ont accepté auparavant. Vous voulez faire un commentaire? Oui, évidemment, c'est les deux niveaux. C'est Loulichki a bien fait de rappeler la différence entre le chapitre 6, où c'est le règlement pacifique des conflits et des différends par la négociation, et chapitre 7, où il y a la possibilité de sanctions. Je dis bien possibilité, ce n'est pas automaticité. Il peut décider... Eh oui, ça n'est pas un effet mécanique, c'est-à-dire qu'une situation peut relever du chapitre 7, donc des sanctions, finalement, le programme de sanctions est agencé de telle sorte que ça soit surtout un élément de pression diplomatique en attendant les sanctions. On annonce des sanctions, mais on ne les applique pas en attendant. Pour ce qui est de l'abstention de la position de la Fédération de Russie, j'ai fait moi aussi de mon côté un travail de recherche dans la presse russe, dans un site russe, et c'est intéressant de voir dans la presse algérienne. C'est une autre lecture. C'est une autre lecture qui est faite évidemment pour les besoins de la propagande. Il n'y a pas grand-chose dans la presse algérienne. Oui, il y avait des choses quand même que j'ai relevées dans des sites, etc. Vous le savez, nous travaillons sur les mêmes. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas grand-chose. Mais il y a des prises de position intéressantes. Alors, cette histoire d'abstention doit être revue. L'abstention, c'est un large périmètre. Ça va de l'abstention molle, si je puis dire, à l'abstention de routine habituelle, à une abstention plus activiste. Me semble-t-il, pour ce qui est de cette abstention de Moscou en l'espèce, nous sommes dans un palier plus activiste. D'ailleurs, il y a des éléments pour dire que dans la presse que j'ai relevée, qui sont opposés à la formule des quatre, la table ronde avec les quatre partis, et qui sont favorables à des contacts directs et des négociations entre le Maroc et le mouvement séparatiste. Je crois que c'était intéressant de relever ce point-là. Docteur Biazila, j'ai oublié de vous présenter aussi comme médecin, avec toutes vos fonctions politiques. Vous êtes médecin. Docteur Biazila, un commentaire sur ça? Si je ne me trompe pas, il y a des dizaines de résolutions du Conseil de sécurité qui ne sont pas appliquées. Ne serait-ce que sur la Palestine, il y a des centaines. Donc, en absolu, il n'est pas obligatoire, en fait. Mais je vais rappeler un petit problème que nous avions eu il y a très longtemps. Un jour, Sidi Baba avait dit à Feu Hassan Doullah Rahmou, les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas obligatoires. Il lui a dit, non, taisez-vous, vous avez encore des jeunes qui apprennent. Pour nous, ils sont exécutoires. Il ne faut pas le dire, il faut laisser. Alors, pour l'abstention, moi je pense que l'abstention, c'est un vote. Il faut qu'elle se reflète dans l'explication de vote. Or là, les Russes n'ont pas expliqué leur vote tel qu'ils devaient clarifier leur abstention. Mais je pense que ça rentre dans le bras de fer entre la Fédération de Russie et les États-Unis. D'accord, donc on revient toujours aux deux grands. Alors je reste avec vous, docteur Biazila. Cette année, la résolution évoque aussi l'enregistrement des populations à Tindouf. Et ce n'est pas la première année que c'est demandé. Alors où en est cet enregistrement? Pourquoi le HCR, le commissariat aux réfugiés, c'est bien ça, ne recense pas? Comment ça se passe dans ces camps? Quelle est votre idée, enfin les informations que vous pouvez partager avec nous sur la démographie et la sociologie dans les camps?
J'ai eu l'occasion de passer à peu près 21 mois au camp de Tindouf pendant le processus d'identification. Je sais que l'Algérie est très gênée par sa position contre camp de réfugiés, entre parenthèses, parce qu'ils ne sont pas réfugiés. Ils ne peuvent pas quitter les camps, ils ne peuvent pas travailler en Algérie, ils ne peuvent pas aller en Algérie. Le terme, c'est vraiment séquestré. Alors, l'Algérie n'autorisera jamais le HCR pour recenser ces gens, pour deux raisons. Premièrement, on gonfle le nombre pour une question d'aide internationale. Troisièmement, c'est on passe au crible, on ne sait pas qui est qui. Il y a des Sahraouis du nord de la Mauritanie, le sud de l'Algérie, le nord du Mali, le sud évidemment du Maroc, et puis ceux qui étaient au Sahara marocain. Et donc c'est très gênant pour l'Algérie si elle dévoile, si on laisse analyser le contenu de ces campements. Maintenant, le HCR doit lui aussi obliger l'Algérie, dans la mesure du possible, à laisser ses services recenser cette population. Alors, les Européens avaient essayé d'estimer le nombre lorsqu'il y a eu le vol de l'aide européenne. C'était le rapport Olaf. Le rapport Olaf. Ils avaient essayé d'estimer d'abord par l'évolution démographique et deuxièmement par des images satellitaires. Et ils avaient conclu à un nombre, je ne me rappelle pas quel est le nombre qu'ils avaient estimé. Effectivement, on peut l'estimer par l'évolution démographique. L'évolution démographique doit être semblable à celle du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Bien qu'ils ont eu 2 années presque à croissance négative. C'est l'année 75 et l'année 76. Ils ont eu une année négative. C'était le moment où ils partaient, au moment où ils s'installaient. Donc tous les bébés étaient éliminés par les difficultés de la chasse qui était faite par l'Algérie et le Polisario pour que les gens aillent à Tindouf. Autrement, le nombre qu'ils avancent maintenant est totalement faux. Lorsque j'étais là-bas pendant ces années, nous avions estimé ceux qui étaient présents à peu près à 25 000, 30 000. Il n'y avait que des femmes et des enfants. Les gens étaient ailleurs, les hommes étaient ailleurs. Mais ce nombre de 96 000, de 90 000 est tout à fait exagéré, y compris maintenant. Et donc l'Algérie doit réfléchir et laisser le HCR recenser et savoir qui est qui dans ces régions. Vous vous rappelez de ces 2 Espagnols qui ont été séquestrés par quelqu'un qui s'appelait Rubio. Il était de Kidal, il était du Mali. Ah, évidemment. Tout à fait. Donc, si je devais résumer, il y a beaucoup moins que les 100 000 qui sont avancés, que la communauté internationale, moi quand je dis communauté internationale, on peut mettre des guillemets, le sait, et que ça ne dérange personne de savoir qu'il n'y a pas que des gens du Sahara marocain qui sont là-bas, mais d'autres personnes qui viennent du Sahel. Ça ne dérange personne apparemment. Lorsqu'ils se sont installés à Tindouf, c'était la période de sécheresse, il y avait la famine. Il y avait la famine au nord de la Mauritanie, il y avait la famine au nord du Mali, à Tombouctou, dans la région, et les gens venaient parce qu'il y avait de la bouffe. Et d'ailleurs, lorsque nous étions pendant la période d'identification, il y avait une tribu du Mali qui s'appelle Oulad Daoud. Et vous savez, Oulad Daoud, il y en a au Maroc, au nord, il y en a à Safi, il y en a à Taza. Chez nous aussi, c'est une fraction d'Erguibat, mais il y a une très grande tribu qui s'appelle Oulad Daoud, qui n'a rien à voir avec l'Erguibat, et qu'ils ont amené. Et d'ailleurs, le cheikh du Polisario, il s'appelle Mohamed Ould Ibrahim Ould Bouzid, que je connais parfaitement bien, les avait refusés. Et on l'a fait sortir 2 fois pour lui dire non, il faut les reconnaître. Et donc, il y a à boire et à manger dans cette population. Tout à fait. Alors, Mustafa Sahimi, on va passer de ces camps séquestrés à Tindouf à Lyon.
l'envoyé spécial Staffan de Mistura s'est rendu à Laayoune, donc en septembre de mémoire. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette visite et quelle est la responsabilité de l'Algérie, encore une fois, là-dedans? Bien sûr, la responsabilité de l'Algérie dans ce dossier, mais je voudrais enchaîner, si vous le permettez, sur l'identification des réfugiés. Il y a, entre parenthèses. Oui, avec guillemets. Avec des guillemets. Alors pourquoi? Nous avons un document qui a été fait par une ONG espagnole peu suspecte de complaisance à l'endroit du Maroc. C'est une ONG espagnole. C'est un document qui est disponible, vous le savez. Et il évalue à peu près 18-20% les réfugiés d'origine sahraoui. Tout le reste couvre un large spectre, Touareg, Maliens, Sénégalais, ceci, donc c'est extrêmement important. Ma question maintenant est celle-ci. Pourquoi le Conseil de sécurité, qui est une haute instance des Nations Unies, se contente à demander depuis des années, c'est la 8e année que c'est dans les résolutions du Conseil de sécurité, à demander le recensement des réfugiés sans prendre des mesures opératoires à ce sujet? Qu'est-ce qui empêche le Conseil de sécurité d'actionner le HCR et de fixer un délai, de prendre des mesures de contrainte? Nous passons là, nous basculons du chapitre 6, règlement pacifique et négociation, chapitre 7, sanctions. C'est possible, c'est faisable. Alors, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi on est encore dans cette situation de gestion d'un discours, donc invitant instamment et demandant le recensement par l'Algérie des réfugiés, sans qu'on aille plus loin. Pour moi, c'est une interrogation. Maintenant, pour la visite, mais peut-être je vais m'arrêter là parce que mon voisin Votre voisin veut réagir justement, oui, voilà, peut-être qu'il a une réponse à cette question. Pour la continuité du débat, après je répondrai. Absolument, absolument. Non, je voulais uniquement attirer l'attention sur le fait que c'est un point extrêmement important. Lorsqu'on voit la résolution, pratiquement, pour chaque question évoquée dans le préambule, il y a un paragraphe correspondant dans le dispositif. Tout à fait. C'est l'un des rares paragraphes qui concerne le recensement des réfugiés des camps de Tindouf. C'est l'un des seuls, ce n'est pas peut-être l'unique paragraphe qui n'a pas de pendant dans le dispositif. Donc tout ce que les gens peuvent retenir, c'est que c'est une préoccupation, mais il n'a pas d'effet sur le plan pratique. On ne demande pas instamment au HCR d'assumer sa responsabilité et son mandat envers ces populations, et donc qu'il doit, dans les délais de je ne sais quoi, et surtout qu'actuellement, avec les moyens technologiques dont nous disposons, il est possible de faire le recensement de toute cette population en 2 jours ou en 24 heures. Je rebondis et ils l'ont déjà fait auparavant dans d'autres situations. Je rebondis sur ça, si vous le permettez. Ma question, c'est pourquoi ce travail n'est pas fait? Les choses ne sont pas tout à fait claires. Oui, pourquoi ce travail n'est pas fait? Voilà. Alors, ça n'est pas... On a dit la même chose en même temps avec des termes différents. J'ai dit que les choses ne sont pas claires. Pourquoi le travail n'est pas fait? Oui. Voilà, on peut se poser la question de pourquoi c'est dans le préambule, mais pas qu'il n'y ait pas de dispositif. Peut-être la question, c'est pourquoi on empêche de faire ça. Parce que moi, je me rappelle, lorsqu'on avait négocié la première résolution dans laquelle nous avions introduit la question du recensement, les grandes puissances étaient extrêmement réticentes et il fallait vraiment arracher ce paragraphe et le mettre dans le préambule. Il y a un souci d'équilibrisme chez les grandes puissances au Conseil de sécurité et ils ont considéré à ce moment-là que placer un paragraphe dans le préambule et mettre un autre dans ça serait un peu trop loin, ça serait désavantager une partie particulière. Dans la partie opérative, on ne trouve pas de paragraphe qui correspond à ce paragraphe qui est dans le préambule, ce qui est anormal. Voilà, donc il y a oui, c'est exactement, voilà, il y a quand même quelque chose qui est assez particulière. Alors je reste avec vous, Si Mohamed Doulishki, le processus des tables rondes. Donc on en parle, il y a eu en 2018. Je n'ai pas répondu sur la visite. Vous étiez avec ces... Vous voulez y aller. Je pensais que vous avez la visite de Laayoune, la visite est importante. Il a passé 4 jours exactement. Il est allé à Laayoune, à Dakhla. Il a vu tout ce qu'il souhaitait voir. C'est extrêmement important. Il n'y a eu aucune entrave.
il a vu des élus, il a vu les agents d'autorité, il a vu des éléments des ONG. C'est le premier envoyé spécial qui sera à Lyon depuis longtemps. Oui, tout à fait. Christopher Ross, de mémoire, non? Oui, c'était plus compliqué avec Christopher Ross. Là c'était une porte ouverte, open. Vous voyez qui vous voulez. Il a vu les élus, le conseil de région, les municipalités, les agents d'autorité, évidemment, puisque c'est une région sous souveraineté marocaine, c'est tout à fait normal. Et puis des profils divers, même des jeunes, tout ça, etc. Donc il a pu voir. Femmes. Les femmes, j'ajoute les femmes. Il est allé voir Dakhla. C'est intéressant. Il a fait la visite de Dakhla et le sentiment qui s'est dégagé, c'est qu'il était très impressionné par cette image-là de province saharienne en plein boom économique, avec des infrastructures, avec un aménagement, avec une vie sociale, une vie démocratique, c'est extrêmement important. Et je crois que c'est important. Excusez-moi, je vais réagir. Ça veut dire quoi, être impressionné et puis avoir une résolution? Non, je vais vous répondre. Évidemment, cette objection était prévisible. C'est la résolution du Conseil de sécurité, là. En revanche, c'est notre ambassadeur Omar Hillel qui a fait état de cet état d'esprit impressionné. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments d'information qui sont sortis suite à la réunion du 16 octobre du Conseil de sécurité, où il y a eu un briefing et de Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, et d'Alexander Ivanka, donc le chef de la mission. Et lors de ce briefing, il a fait état précisément de ce qu'il avait vu lors de cette visite, parce qu'on arrive toujours à savoir ce qu'il en est, donc ça devait être relevé, me semble-t-il. Si Mohamed Oulishki, je reviens donc à vous après que Si Mustafa Sahimi ait terminé sa réponse. Le processus de table ronde, disions-nous donc, le premier round c'était en décembre 2018, le second round en mars 2019. Et puis depuis, les Nations Unies, le Conseil de sécurité ne cesse de réclamer donc la reprise du processus. Ça en est où et pourquoi, selon vous, de l'autre côté, c'est pas accepté? C'est pas voulu? Alors, le procédé des tables rondes, historiquement, c'est un procédé qui permet de gommer un petit peu les différences de statut et de mettre tout le monde à l'aise, nonobstant leur qualité ou leur statut. Donc, en principe, c'est un procédé extrêmement neutre lorsqu'il y a la bonne volonté de la part de tout le monde de se retrouver autour d'une table et d'essayer de discuter. Maintenant, depuis quelque temps, l'Algérie en fait oppose un niet catégorique à la question des tables rondes. C'est ce qui a poussé M. de Mistura à faire ce qu'il a appelé, lui, des consultations avec les partis. Mais si on lit la résolution qui vient d'être adoptée, on remarque, par exemple, je pense que ça doit être dans le paragraphe 3 du dispositif, qu'il revient, il insiste sur les progrès réalisés et il insiste sur le cadre qui a permis justement ces progrès. Et implicitement, il se réfère aux tables rondes et il se réfère à l'utilité et au caractère précieux de ce procédé pour relancer le processus disons, de pourparlers entre les différentes parties, nonobstant, comme j'ai dit, donc, malgré l'opposition de l'Algérie, il y a une insistance de la part du Conseil de sécurité pour que, on ne retourne pas en arrière, mais on va construire sur les progrès déjà réalisés. Et le cadre, c'est le cadre qui a été établi, c'est-à-dire tout le monde est obligé de retourner autour de cette table ronde pour relancer en quelque sorte le processus. Maintenant, s'il y a un non catégorique qui continue de la part de l'Algérie, je pense que l'envoyé personnel pourra envisager quelques alternatives sur lesquelles on pourrait revenir. On peut continuer Oui, ça m'intéresse. Ça serait est-ce qu'il va s'il y a une opposition, ou bien il va convoquer un nouveau
un nouveau round de consultation entre les parties. Est-ce qu'il va le faire bilatéralement en se déplaçant ou bien est-ce qu'il va le faire, par exemple, à New York Lorsque vous parlez de consultation à New York, il y a quand même les amis du secrétaire général et les membres permanents qui sont en train d'observer le processus de ces consultations. Donc il y a implicitement une certaine pression qui est mise sur les partis. Mais s'il y a, comme j'ai dit, s'il y a une opposition totale, on risque de revenir en arrière, on risque de revenir par exemple à des proximity talks, c'est-à-dire c'est là où l'envoyé personnel peut voir séparément parce que les gens ne veulent même pas se voir dans un miroir et que par conséquent, il faut... Et ça serait malheureusement une régression. On sait qui bloque et qui revient en arrière. Docteur Biadzila, après Mustafa Sahimi. Moi, je pense que ce problème de tergiversation des Algériens quant à la table ronde est illogique. Il y a un problème. L'Algérie, c'est maintenant clair et net, il est partie prenante à ce processus. Alors, refuser de s'asseoir autour d'une table, c'est tout à fait illogique. Et puis, l'envoyé spécial a une mission. C'est à lui de préciser la méthodologie qu'il va adopter pour pouvoir aplanir les difficultés. Et la table ronde, c'est une méthode extraordinaire. Les Coréens n'ont pas prévu une table ronde entre le nord et le sud. Ils ont prévu une table triangulaire, c'est uniquement trois. Un coin ici, la Corée du Nord, la Corée du Sud et les Nations Unies, qui n'a jamais travaillé. Mais autrement, dans tous les différents, il y a toujours une table ronde. Triangulaire parce que les deux parties ne veulent pas se regarder. Tous les deux regardent vers le médiateur. D'accord, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, sur ces tables rondes, d'abord le rappel des faits quand même. Et l'inconséquence a été soulevée par Dr Biadzila, l'inconséquence de la position algérienne. La première table ronde a eu lieu en décembre 2018 et l'autre, la deuxième, en mars 2019 à Genève et dans la région de Genève. Qui dirigeait la délégation algérienne pour la première table ronde? Le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, il faut le dire. Ce n'est pas un fonctionnaire lambda du ministère algérien des Affaires étrangères qui est venu, c'est un responsable de la diplomatie. 3 mois après, qui a dirigé la délégation algérienne à la table ronde, à la deuxième table ronde? Ramtallah Mamra, ministre des Affaires étrangères. Donc ça doit être dit. Donc il y a bien une position inconséquente et qui n'est pas plaidable. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il était prévu, il faut le rappeler, dans l'agenda de l'émissaire personnel, était prévu une 3e table ronde au début de l'été 2019. Or, Christopher Ross donc, a démissionné le 22 mai de 2019 pour des raisons médicales. J'y reviens pas. Il a démissionné, donc ce processus s'est retrouvé en plan, donc sur le carreau. Maintenant, qu'est-ce qui se dessine? Il se dessine... Vous parlez de Horst Kohler, pas de Horst Kohler, oui, bien sûr, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se dessine maintenant? C'est un processus périphérique qui est en train de se mettre en place. Comment? Le 27, à la fin mars de cette année, il y a eu des rencontres entre donc, Staffan de Mistura, émissaire personnel, et un certain nombre d'ambassadeurs de pays. Lesquels? C'est quand même intéressant. L'Espagne, bon, les États-Unis aussi, évidemment, mais bien sûr, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord, au siège des Nations Unies. Mais c'était du bilatéral, c'est-à-dire entre lui et chacun des pays. Il a eu également des entretiens avec l'ambassadeur algérien à New York sur ça. Donc, ce qui paraît se dessiner, en pointillé peut-être, c'est le fait que le format des tables rondes, pour l'instant, n'est pas accepté par l'Algérie, donc elle refusera d'y participer. Mais peut-être que par la bande, si je puis dire, on va essayer de réunir des conditions telles qu'il serait possible peut-être d'arriver, mais au bout d'un processus de consultation, donc un format de table ronde. Alors, on revient aux explications de vote. Elles sont importantes, elles disent un certain nombre de choses, mais il y en a une que les Marocains attendaient d'une manière un peu particulière et qui était celle de la France. Alors en 2022, la France avait voté la résolution, la 2654, mais n'avait pas fait d'explication de vote. Cette année, le représentant de la France s'est exprimé et a rappelé le soutien
clair, historique et constant de son pays au plan d'autonomie marocain. Il est vrai que la France a été le premier pays à soutenir ce plan dès sa présentation en 2007, mais cette année, en plus de rappeler ce soutien, l'ambassadeur de France, je commence par vous aussi, Mohamed Loulichki, a dit qu'il faut maintenant avancer. Avancer vers quoi? Et comment interpréter cette déclaration? Est-ce que c'est une avancée encore, les petits pas dont vous parliez, ou alors c'est comment voir les choses? Bon, tout d'abord, c'est vrai que la position de la France a toujours été historique, claire et constante sur la question d'autonomie. Ils ont toujours eu une attitude positive et encourageante pour cette initiative depuis 2007. Maintenant, pour ce qui est de l'interprétation de ce mot qu'il faut avancer, l'interprétation tient en principe toujours du contexte. La phrase « il faut avancer » vient immédiatement après un constat, celui du fait que ça fait 16 ans que le Maroc a présenté une initiative d'autonomie. Ça fait 16 ans que nous la discutons, que le Conseil de sécurité l'encourage et dit qu'elle est crédible, etc., etc., etc. Et donc, elle lui accorde une prééminence. Donc, pour moi, l'interprétation est très claire. Il faut avancer dans le sens de cette autonomie. Il faut faire avancer ce cadre de règlement. Maintenant, comment le faire avancer, ça c'est une autre question. Voilà. Le faire avancer par une attitude du Conseil de sécurité qui puisse appuyer un peu plus l'autonomie, ou bien est-ce qu'il y aurait une initiative française, des initiatives de la part de certains amis du secrétaire général pour justement faire en sorte que cette autonomie, que tout le monde chante, dont tout le monde chante les mérites et les avantages, puisse être définitivement, je dirais, constaté par le Conseil comme étant là le cadre idoine et le cadre le plus efficace pour régler cette question, à l'exclusion de toute autre proposition. Alors ça c'est... Merci pour votre réponse avec le langage très diplomatique que vous avez utilisé. Moustapha Sahimi, quand Si Mohamed Loulichki dit que bon, c'est peut-être, ça veut dire quoi avancer? Est-ce que c'est avancer au niveau de l'ONU ou avancer au niveau de la position de la France? On peut interpréter ça effectivement. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce terme avancer? Comment ferez-vous une analyse? Et quand on dit la position a été claire, historique et constante, je me retiens à peine de dire au lieu de constante, stagnante finalement au bout de 16 ans. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'avancer à ce niveau-là? Je vais être peut-être plus précis que mon voisin et ami, c'est Mohamed Loulichki, parce que nous ne sommes pas soumis à la même obligation de réserve. Merci pour la précision. Non, voilà, il faut que les téléspectateurs le sachent. Bien, c'est quand même important, cette prise de parole, cette explication de vote de l'ambassadeur français. Vous avez bien fait, vous l'avez relevé l'année dernière, c'était motus et bouche cousue, compte tenu de l'état des relations entre Rabat et Paris. Aujourd'hui, le représentant français est allé loin, vous l'avez dit d'ailleurs, soutien clair. Il aurait pu se limiter, soutient le projet d'autonomie. Non, il y a des qualificatifs clairs, historiques et constants. C'est un premier point. Deuxième point, il faut faire avancer. Ça a comme conséquence d'émettre un signe qui a de l'impact, qui a été interprété à Rabat, vous le savez, puisque le Maroc attendait que la France fasse qu'il y ait des actes et des prises de position. C'est important à relever. C'était d'ailleurs l'un des éléments du froid, pour être diplomate, du froid qu'il y avait entre Paris et Rabat. Et vous savez, le discours de Sa Majesté qui a dit que nos relations internationales et même avec nos partenaires traditionnels seront revues et corrigées à l'aune de leur prise de position sur la question du Sahara. C'est important. Donc le Maroc attendait à bon droit qu'il y ait une réévaluation de la position de Paris parce que la cause nationale a des avancées, il y a une dynamique. Je ne reviens pas sur les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne et d'autres pays, etc. On parle de la France. Donc ça, c'était là une opportunité pour Paris de faire un geste qui soit bien reçu donc par Rabat.
J'y ajoute, il y a quelques semaines, la nomination d'une ambassadrice. Donc il y a quelque chose, parallèlement au dossier du Sahara marocain, quelque chose qui se dessine pour une relative normalisation des relations des pays. Maintenant, avancer, évidemment, c'est Mohamed Louis qui a raison, avancer, mais ça ne doit pas rester au niveau du discours et de la rhétorique. Est-ce que la France va prendre des initiatives directes ou indirectes pour relancer le processus? Je voudrais vous donner un autre élément d'information en 10 secondes. C'est la réaction des sites algériens proches du pouvoir et des généraux. Ils ont réagi de manière très critique pour cette explication de vote de l'ambassadeur français. Et donc c'est important à relever parce qu'ils ont dit qu'est-ce que c'est, la France approuve le plan d'autonomie constant, etc. Et donc il y a là quelque chose qui est en train de se dessiner. Reste la capacité de la France à faire des propositions et ça c'est quelque chose que nous allons suivre. Docteur Biazidler, et après c'est Mohamed Oulishki. Donc je reviens clair, constant et historique. Oui. Ou avancer. Cette explication de vote a attiré l'attention de l'opinion publique marocaine, presque. Moi, je pense qu'avancer, c'est avancer vers la résolution et vers la proposition marocaine de 2007. Donc, c'est logique. Mais reste comment? Je pense que d'abord, il y a une réévaluation de la position de la France. C'est ce que j'ai compris de Paris. Et deuxièmement, comment est-ce que la France, effectivement, est appelée à prendre une initiative? Est-ce que c'est par l'intermédiaire des amis, le groupe des amis de Sahara, dont la France est membre? Oui, voilà, bien sûr, tout à fait. Mais en tout cas, ce paragraphe reste important et il est à suivre. À suivre. À suivre. Voilà, à suivre. C'est l'impression qui se dégage de cette déclaration de M. de Rivière, l'ambassadeur de France, enfin, le représentant de France. M. Oulishki. Oui, j'ai parlé d'initiative tout à l'heure. Il y a une initiative qui me paraît aisée à prendre, par exemple, puisqu'il y a plusieurs pays parmi les pays de l'Union européenne qui ont appuyé l'autonomie avec une certaine graduation, mais qui l'ont appuyé de manière très claire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, que la France, avec ces pays, puisse prendre une initiative à l'intérieur de l'Union européenne pour que l'Union européenne puisse se prononcer de manière un peu plus positive sur l'autonomie? C'est une hypothèse. Et même avec l'ouverture, pourquoi pas, en complément à ceci, l'ouverture d'un consulat général de France à Dakhla, où il y a des sociétés françaises et des ressortissants français. Et ça pourrait commencer... Des lycées français, et oui, il y a des lycées français que vous connaissez, on l'a vu à Dakhla. Et peut-être même, en quelques mots, une chambre de commerce française régionale à Dakhla, puisqu'il y a une chambre de commerce française à Casablanca. Je reviens à ce que vous disiez, c'est Mohamed Oulishki, le terme que vous avez utilisé sur la graduation. Effectivement, donc il y a plusieurs graduations dans le fait de décrire le plan d'autonomie. Alors, le plus crédible, sérieux, intéressant, etc. Qu'est-ce que ça vaut tout ça en matière diplomatique? Alors, bien entendu, je retiens le degré le plus élevé. C'est tout simplement celui qui a été, pas qui a été franchi par les Américains, c'est-à-dire la reconnaissance. Je parle du monde occidental, bien entendu. Vous avez l'Espagne qui dit que c'est le plus crédible, ce qui est clair. Les Allemands qui disent crédible et sérieux. Les Français qui disent ça vaut quoi tout ça? Ou alors c'est la langue sur laquelle on joue? Non, je pense qu'il y a plusieurs sens à donner à ce mot crédible. D'abord, de la part de ceux qui considèrent que c'est une proposition crédible, il y a de leur part une caution, un appui politique. Il y a un positionnement et également un positionnement contre ceux qui veulent l'immobilisme et qui veulent qu'il y ait, pour reprendre ton concept, de stagnation. Lorsqu'on parle de crédibilité, on fait implicitement une comparaison par rapport à d'autres situations. Si on dit que la proposition du Maroc de 2007 est crédible, ça veut dire qu'elle remplit en quelque sorte les conditions des standards internationaux, comparativement par rapport à d'autres, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme, c'est-à-dire l'amnistie générale, c'est-à-dire une véritable dévolution de pouvoir. Ça veut dire un certain nombre... Ça veut dire que le gouvernement central maintient un minimum de compétences et délègue la plus grande partie des compétences et de pouvoir.
Et lorsqu'on dit crédible également, on le compare à d'autres propositions, mais on le part au plan de règlement de 1990 que certains veulent déterrer et ressusciter. Donc tout ça fait que le mot crédible est un indice, est un élément qui va dans le sens d'un certain consensus international autour des qualités intrinsèques de la proposition d'autonomie présentée par le Maroc. En fait, les mots ont un sens, comme en diplomatie tout le temps, mais c'est peut-être la position globale qui manque un peu de sens. Mais les mots, chacun, pragmatique, mutuellement acceptable, etc., tout ça a un sens, c'est l'ensemble qui pose... Parce que tous ces mots ont une histoire également. Pourquoi on a mis ceci et non pas cela, et pourquoi on dit pris instamment, pourquoi... parfois, on considère que c'est une tautologie, que c'est une répétition, alors que historiquement, ça se justifie. Le méandre de la diplomatie internationale que vous connaissez bien. Mustafa Sahimi, on revient un peu sur la MINURSO. C'est l'avant-dernière question, la dernière pour Dr Biadzillah. La MINURSO, bon, on le sait, elle exerce dans des conditions assez difficiles et le Polisario, dit-il, qui a je ne sais pas combien de centaines de communiqués de guerre, a rompu le cessez-le-feu, dit-il. Est-ce que l'option du maintien de la MINURSO, du changement de mission, serait-il envisageable? D'abord, la MINURSO, il faut le rappeler, a été créée par une résolution d'avril 91. Elle a été mise sur pied en septembre 91. C'est quoi? C'est dans la boîte à outils des Nations Unies. Ça fait partie. Oui, tout à fait. Ça fait partie, dans la boîte à outils onusienne, ça fait partie de ce qu'on appelle les opérations de maintien de la paix. Il y en a une quinzaine dans le monde, etc. Bien. C'est un budget. Aujourd'hui, c'est 64 millions de dollars. C'est des effectifs, surtout militaires et civils, c'est 220, 230 personnes. Quelle est sa mission? Elle avait une double mission, il faut être juste. La première mission, c'était l'organisation d'un référendum et donc l'identification. Depuis 2 décennies, il faut bien le dire et le répéter, notre ambassadeur Omar Hillel ne cesse pas de le marteler, il l'a encore dit lundi dernier lors de sa conférence de presse, depuis 2 décennies, il n'est plus question de référendum. D'ailleurs, vous remarquerez que dans cette résolution, il n'est pas fait référence à un référendum, c'est fini. Pourquoi? Pour des raisons qui ont été constatées par les Nations Unies, c'est-à-dire qu'il n'est pas praticable. Ça a été dit par Peter Van Walsum, à l'époque émissaire personnel. 2008, je pense, oui. Peter Van Walsum. Donc c'est extrêmement important. Donc c'est fini. L'histoire du référendum est enterrée. D'ailleurs, plus personne ne réclame ça. Deuxième point, reste le suivi du cessez-le-feu. Elle a une tâche difficile. Pourquoi? Parce que d'abord la multiplication des incidents, mais surtout le fait que depuis le 20 novembre 2020, 20 novembre 2020, suite à l'opération de normalisation de Guergueret, etc., donc le 20 novembre, ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils n'allaient plus respecter le cessez-le-feu. C'est gravissime. Pourquoi? Voilà une partie qui a un titre particulier est engagé dans ce processus de négociation, l'établement, etc., qui dit « je ne respecte plus le cessez-le-feu ». Et donc, elle sort hors du champ des résolutions du Conseil de sécurité. Deuxième élément, c'est toutes les entraves qui sont mises par la MINURSO pour qu'elle ne puisse pas examiner et faire son travail, ce job pour lequel elle a été constituée. Ça va très loin, ça va jusqu'à des obstacles, des difficultés, blocage d'approvisionnement, ravitaillement alimentaire, etc. C'est une situation qui ne peut pas perdurer. D'ailleurs, la résolution y fait référence, le rapport secrétaire général aussi. Et donc, il y a là des sanctions, me semble-t-il, à prendre, parce que voilà un acteur armé qui fait semblant de s'insérer dans le processus onusien en réclamant un certain nombre de choses, mais qui, de fait, est contrevenant par rapport à la volonté exprimée par le Conseil de sécurité. Autre chose qui montre que malgré cette tentative d'équilibrisme dont vous parlez, je vous donne le micro dans une seconde, docteur Biadzillah, au-delà de ce désir d'équilibrisme, quand on voit le rapport du secrétaire général, il est dit à plusieurs reprises, il est fait mention des entraves qui sont posées, et donc qui sont posées dans la zone tampon, donc par les gens du Polisario, et par plusieurs reprises du soutien, de l'accompagnement de l'armée royale. Donc là, on voit très bien qui collabore pas. Dernière prise de parole pour vous, docteur Biadzillah, sur ce que vous vouliez dire et sur la position espagnole aussi. Ajouter un élément sur ce qu'a dit le professeur Sahimi,
Quand Van Walsom a dit qu'il n'y a pas de référendum, il l'a dit en connaissance de cause. Parce que l'identification, la MINURSO n'a pas pu identifier le corps électoral. Qui va voter? Absolument. C'est ça le problème. Pendant 21 mois que j'ai passé avec la MINURSO dans les cantines d'où, on ne savait pas qui est qui. Il y avait des gens qui étaient du nord de la Mauritanie, les Maliens. Et donc, sans définir avec précision le corps électoral, on ne peut pas faire un référendum. Donc, pour les Nations Unies, ce n'est pas possible. Si on avait accepté uniquement le recensement fait par l'Espagne, ça aurait été plus facile. Mais maintenant, l'Algérie interdit, empêche les gens de faire le recensement et on ne sait pas qui est dans les camps de concentration de réfugiés. Et donc, c'est tout à fait logique qu'on ne peut pas faire un référendum. C'est intéressant. Reste évidemment le maintien de la paix. Le maintien de la paix, ils sont harcelés tout le temps. On les empêche de partir, on les empêche de se ravitailler, etc. Et donc, ils ont une mission extrêmement difficile. Il faut essayer quand même de comprendre pourquoi, pour une mission qui s'appelle référendum et qu'on ne veuille toujours pas recenser, ni compter, ni enregistrer, c'est assez particulièrement, on reviendra sur cette notion d'équilibrisme dont vous avez parlé, si Mohamed Doulishki. Docteur Biadillah, si Doulishki, c'est Mustafa Shehimi. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir contribué donc à cette étude de texte de cette résolution 2703. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.